Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce samedi 4 février 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et veuillez nous excuser pour ce léger retard. Gigantesque manifestation pacifique ce samedi à l'appel des structures de la société civile. Une marche suivie d'un imposant meeting à la place de la concertation pour dire non à la gestion des autorités de la 7e République. De la place Toumo à la place de la concertation, la population de Niamey est sortie massivement pour déverser sa colère face à la gouvernance du régime en place. Le temps fort de cette manifestation de ce matin. Les criminels, les terroristes. Ils étaient des centaines de milliers. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons qui ont pris d'assaut la place de la concertation ce samedi 4 février 2017. Ils ont fait le déplacement pour la même cause, exprimer leur colère face à la gestion des autorités de la 7e République à travers notamment des slogans hostiles au régime en place. Les anarchistes, les voleurs, les criminels. Cette marche, elle est purement citoyenne. Tout le monde est concerné parce qu'aujourd'hui, au Niger, nous assistons à une très mauvaise gouvernance parce que les Nigériens aujourd'hui ne se retrouvent pas. Quand vous entendez dire partout Taï Taouri, c'est que c'est vraiment Taï Taouri. Les Nigériens en ont assez et il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. La vie qui devient de plus en plus chère. Rien pour le lambda, quoi. C'est l'occasion pour les autorités d'être vraiment regardantes par rapport à tous ceux qui sont en train d'être dénoncés. Parce que quand vous prenez les points de revendication, tout ce qui a été dit, les gens le vivent ou le vivent dans leur chair. Donc c'est l'occasion pour les autorités en tout cas de prendre ça en compte et de changer. Je veux que vraiment mon pays aille bien pour que tout marche bien, pour que moi-même je puisse me sentir bien, pour que je puisse comprendre qu'en réalité dans notre pays on a de l'avenir. Mais vu la situation actuelle, on pense que vraiment tout est hypothéqué et vraiment il faut que les autorités nous comprennent, voient ce qui se passe et qu'ils changent. Voilà ce qui nous pousse vraiment à venir ici pour que ils voient qu'il y a un changement. Les raisons ne sont pas seulement justes, elles sont fondées parce que c'est le quotidien, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, tout celui qui dit qu'en réalité ce qui se passe là n'est pas cela, cela veut dire qu'en toute honnêteté la personne est de mauvaise foi. Devant cette marée humaine, les organisateurs ont procédé à la lecture de leur mémorandum contenant tous les problèmes que vivent les Nigériens. La révision de certaines dispositions des textes relatifs au terrorisme, notamment celles relatives à la durée de la garde à vue et à la détention préventive. Et ce, dans le souci de prévenir tout abus de pouvoir, se traduisant par des détentions arbitraires, des détentions prolongées sans jugement et l'engorgement des lieux de détention. Cela implique également l'accélération de la procédure de jugement de certaines des personnes actuellement détenues dans les prisons de Kolo et Koutoukale. Et par conséquent, aussi le renforcement des effectifs et des moyens de police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et des centres de détention où les conditions sont plus déplorables, voire inhumaines et dégradables. À propos des droits économiques, sociaux et culturels, la réforme du système éducatif et la réhabilitation de l'école publique à travers d'une part l'augmentation de la part des ressources budgétaires consacrées au secteur de l'éducation pour atteindre le seuil de 25%. Et d'autre part, l'arrêt à brève échéance de la politique de contractualisation de l'enseignement. Cette réhabilitation de l'école publique suppose la révalorisation de la fonction enseignante. Tout en remerciant les citoyens qui ont répondu massivement à leur appel, les organisateurs de cette marche citoyenne très réconfortés entendent poursuivre le combat en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Cette manifestation citoyenne de ce matin à l'appel de la société civile nigérienne a enregistré une forte mobilisation, comme vous l'avez vu dans les images, une mobilisation de jeunes soucieux de l'avenir du pays. Ces jeunes mus par le souci de défendre les intérêts du Niger ont de façon désintéressée donné l'éclat à cette marche citoyenne. Faisons le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Encore une fois, c'est une marée humaine composée des différentes couches socio-professionnelles du pays, quasiment d'âge mûr, qui a déferlé dans les rues de la capitale. Une marche citoyenne ayant enregistré un succès éclatant à la satisfaction des manifestants. Les Nigériens
ont montré que ce n'est pas les petites intimidations qui leur empêcheront de manifester leur mécontentement absolu au regard de la gouvernance actuelle du Niger. Et donc les camarades sont sortis d'une part pour rappeler une plateforme revendicative, rappeler les méfaits de la gouvernance du Gouri, mais aussi nous au niveau du cadre nous avons participé pour dire qu'il faut une rupture générationnelle, il faut que les Nigériens prennent leur destin à main. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation dont la jeunesse a fait montre aujourd'hui. Elle a répondu positivement à notre appel. Je n'ai jamais douté d'ailleurs qu'elle serait au rendez-vous. Et Dieu merci, nous avons démontré à ceux qui sont en face de nous que le peuple nigérien lui dit aujourd'hui encore qu'il en a marre, et que trop c'est trop. Ils doivent changer leur manière de gouverner, ils doivent changer leur manière de gérer le pays, sinon ça veut dire que la crise sociale va perdurer encore davantage et elle va déboucher inéluctablement sur une crise politique. Le mouvement de la société civile, nous le soutenons parce que nous avons lu la plateforme et nous sommes honnêtes. Ils ont proposé des solutions idoines pour ramener le Niger sur le droit chemin. La légitimité des revendications est la cause fondamentale de cette mobilisation citoyenne désintéressée. Nous n'avons donné un seul copec à qui que ce soit pour qu'il puisse être au rendez-vous. Vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de voiture, il n'y a pas eu de distribution de billets. Eh bien, les Nigériens, c'est parce qu'ils vivent dans leur propre chair les affres de la mauvaise gestion de ces dirigeants qui sont sortis pour dire non et récidiver encore une fois de plus. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne font que du faux. Ils utilisent l'argent des pauvres paysans pour acheter d'autres paysans qui ont faim, pour les amener. Tout le monde sait, même eux savent. Les jeunes qui sont sortis parce qu'ils en ont ras-le-bol. Il n'y a pas un sou qui a circulé, on n'a pas de haïs qui ont circulé, il n'y a pas de jambaro qui ont circulé. Les Nigériens qui sont sortis, ce sont des Nigériens qui en ont assez, ce sont des Nigériens qui ont été déguerpis, c'est des Nigériens dont l'activité économique a été détruite sans aucun souci. Ce sont des Nigériens qui ont 7 mois de salaire impayé, c'est des Nigériens qui attendent leur pécule, c'est des Nigériens qui voient l'école se déliter. C'est des Nigériens qui ont vu leur concours d'intégration annulé. Ce sont des Nigériens qui voient que la pauvreté est en train de les gangréner. C'est des Nigériens qui n'arrivent pas à manger. C'est des Nigériens qui voient que le pays est pris en otage par une petite classe politique. C'est des Nigériens qui en ont marre. Et la motivation, c'est celle-là. Les Nigériens en ont marre. Et ce sont ces Nigériens qui en ont marre qui sont sortis massivement pour dire à Gouri, prends en compte, change de gouvernance ou le peuple te fera le nécessaire pour l'exclure définitivement de l'histoire sociopolitique du Niger. Pour une démonstration de force, c'en est une que la population de la capitale à elle seule vient de faire à tous ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt particulier et aux partisans au mépris de l'intérêt général. Paris donc gagné pour les manifestants de ce 4 février 2017 en attendant sans nul doute de voir dans les prochains jours un simulacre d'anti-manifestation organisé par une catégorie de Nigériens mus par d'autres intérêts. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité du mémorandum rendu public ce matin à la place de la concertation par les organisateurs de la marche citoyenne. Lancée en fin janvier, la caravane de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM a pris fin vendredi nuit avec une soirée culturelle au Palais des Congrès. À cette occasion, des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui ont contribué à l'émergence de cette école. Le temps fort avec Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. C'était sous le coparrainage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son homologue de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale que s'est tenue cette soirée culturelle riche en son et lumière et aussi en concert. Les visites d'entreprises et des institutions de la République constituent pour vous certainement la meilleure occasion de découvrir avant terme les conditions qui vont vous accueillir dès que vous finissez vos études, les conditions dans lesquelles vous allez évoluer
pour donner le meilleur de vous-même après avoir appris beaucoup de choses de façon théorique. Je suis là également pour consacrer un plaisir personnel parce que je suis issu du monde de la formation professionnelle. J'ai fait, comme vous, l'apprentissage certes à l'université, mais après dans les écoles professionnelles. Et j'ai le plaisir de le dire, un formateur de presque toutes les écoles qui ont été créées dans les 15 dernières années au Niger. Je sais ce que c'est qu'apprendre dans les écoles comme ECAM. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est toujours un plaisir. Lorsqu'on fait de soi-même un apprenant sérieux, on finit toujours par ne jamais regretter d'avoir passé par ces écoles-là. Cette caravane est à sa 3e édition et est placée sous le thème « L'étudiant professionnel face aux défis du monde de l'emploi ». C'était du 27 janvier au 3 février. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant de nous avoir montré cet instant si précieux à nos yeux, la fin de la caravane d'études, placée sous le thème « L'étudiant professionnel face aux défis du monde de l'emploi ». Durant une semaine, nous avons visité les entreprises de la place. Nous avons visité les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et la primature. Je ne serai pas trop bavard. Je veux m'arrêter ici et souhaiter une bonne clôture de caravane à toutes et à tous. Invités, participants et étudiants en étaient ravis. La soirée, c'est vraiment Bradakabren. Nous sommes venus ici pour pouvoir encourager nos camarades de l'ECAM. Parce que l'ECAM, c'est l'un des grands instituts de ce pays que nous respectons. Là, on est dans les shows, on est avec mes frères. On passe très bien la soirée. À l'aise. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Ouais, très bien. Voilà, je suis avec mes frères de l'ECAM. Ouais, disons, voilà. Ouais, ça a été bien, ouais, abordable. Ouais. Une semaine de caravane qui a pleinement satisfait les étudiants et les responsables de l'ECAM. Et puis ce communiqué de presse de la maison de la presse, les organisations socio-professionnelles des médias regroupées au sein de la maison de la presse ont appris avec surprise et indignation la mise en place d'un comité chargé de la relecture des textes sur la communication. Il s'agit de l'ordonnance numéro 93/31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. L'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger et la loi numéro 20/12/34 du 16 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CC. Les organisations socio-professionnelles des médias constatent et donc que le comité est composé de 6 membres, dont 3 représentants du ministère de la Communication, un représentant du CSC, un représentant du ministère de la Justice et un représentant du cabinet du Premier ministre. Toujours selon la maison de la presse, les organisations socio-professionnelles des médias réunies donc au sein de la maison de la presse relèvent qu'aucune structure des professionnels du secteur ne fait partie du comité, alors que les médias et les journalistes sont les premiers concernés par ces textes objets de relecture. Aussi, les organisations socio-professionnelles des médias dénoncent un complot visant à remettre en cause des acquis obtenus de longue lutte pour la liberté de la presse et la liberté d'expression en général au Niger. Enfin, les organisations socio-professionnelles des médias rejettent dans sa forme le comité mis en place par le ministre de la Communication. C'était là un communiqué de presse signé par le président de la maison de la presse, Ibrahim Harouna, daté de ce samedi 4 février 2017. Un autre communiqué de presse toujours, mais cette fois-ci c'est celui de la Commission nationale des droits humains, CNDH, conformément à sa mission de veille à la promotion et à la protection des droits et libertés sur toute l'étendue du territoire national et en application des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi organique numéro
2012/44 du 24 août 2012 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CNDH. La commission réunie à son siège hier vendredi 3 février fait le communiqué suivant. De la lutte contre la corruption au Niger, le fléau de la corruption et des infractions assimilées est devenu endémique, sapant les efforts de mobilisation des ressources internes et externes et freinant ainsi le développement du Niger. En effet, la corruption aggrave les inégalités, l'injustice et compromet la stabilité et en particulier l'épanouissement des secteurs sociaux de base, notamment la santé et l'éducation. Depuis l'avènement de la conférence nationale, poursuit le communiqué de la CNDH, plusieurs initiatives tendant à assainir le secteur public, parapublic et privé ont été mises en œuvre dans notre pays. La commission Crimes et Abus, lutte contre la délinquance économique et financière, moralisation des finances publiques, opération main propre, assainissement, pour ne citer que celle-là. Toutes ces initiatives qui auraient pu permettre à notre pays de rentrer dans ses droits sont malheureusement restées inachevées. Récemment, notre pays, poursuit la CNDH, a renforcé son dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à travers notamment l'adoption de la loi numéro 2015/02 du 13 janvier 2015 portant création, composition et organisation et compétences d'un pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et financière, et la loi 2016/44 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, composition et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA, ce qui place le Niger parmi les pays mieux outillés de l'Afrique de l'Ouest dans ce domaine. La transition de ce dossier, ficelé par les services de l'inspection de l'État et de la ALSIA au parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour suite à donner constitue un pas important. La CNDH se félicite des efforts fournis et rappelle à tous les caractères sacrés et inviolables des biens publics tels que prévus par les dispositions de l'article 41 de la Constitution du 25 novembre 2010, au terme duquel toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Du droit à l'éducation. À l'issue de ces investigations, la CNDH se préoccupe de la situation du secteur de l'enseignement en général et des universités publiques en particulier. Consciente que le droit à l'éducation est un droit fondamental, la Commission lance un vibrant appel aux différentes parties prenantes pour un dialogue franc et constructif et au respect des engagements souscrits. De la situation socio-professionnelle des agents municipaux. La situation des agents municipaux est de plus difficile que compte tenu des accumulations des salaires allant jusqu'à 7 mois pour ceux de Niamey. Le salaire a un caractère alimentaire et chaque travailleur a droit à une juste rémunération conformément aux dispositions du Code de travail. La CNDH exhorte les employeurs à se conformer à la réglementation en vigueur. Enfin, du droit de manifestation. La liberté de manifestation est un droit constitutionnel et rend compte de la vitalité d'une société démocratique. C'est pourquoi la CNDH demande aux autorités investies du pouvoir de police administrative de créer les conditions de l'exercice effectif de ce droit, gage d'une expression plurielle des opinions. C'était là donc le communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains CNDH signé par Sidikou Fatouma, la vice-présidente.
Autre aspect de cette édition, la société Nigerlais SA a reçu ce samedi la visite du sultan de l'Aïr El Hadji Oumar Ibrahim Oumarou, accompagné des membres de sa cour. Une visite pour constater les conditions de production et de travail. Le point avec Abdelrazak Hamidou et Halidou Bourema. La société Nigerlais SA a l'honneur ce samedi. Elle accueille un invité et pas des moindres. Il s'agit du sultan de l'Aïr, El Hadj Oumarou Ibrahim Oumarou, accompagné dans ce déplacement par sa délégation. L'hôte du jour a eu droit à une visite guidée des installations de Nigerlais SA, notamment dans les différents compartiments. Ainsi, successivement ont été visités le grand hall, le hall numéro 2 où se fait la fabrication du lait frais yaourt, la chambre froide pour la conservation, la pasteurisation et autres maturations, conditionnement avant le stockage. Au nom du sultan ici présent, en tout cas, nous présentons toutes nos félicitations. Au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce que nous avons vu tout à l'heure à l'écran, nous ne pouvons que vous encourager. C'est pour cela son Altesse, Sultan Oumar Ibrahim Oumarou, a fait le déplacement ici à Nigerlais pour non seulement vous remercier et vous encourager et vous apporter tout son soutien à aller encore de l'avant pour en tout cas un avenir radieux de votre société. Madame la directrice générale, vous avez fait un effort remarquable, inoubliable pour la population de toute la région d'Agadez et du sultanat d'Agadez. Pendant des jours, vous avez envoyé un camion plein et qui a permis au sultanat de servir tous les étrangers qui étaient là-bas. Ils ont beaucoup apprécié cela. Au-delà d'autres contributions financières que vous avez faites, nous ne pouvons que vous remercier. Et moi, en tant qu'oncle pour vous, je confirme au sultan que c'est une fille du terroir, c'est notre fille, effectivement. Nous prions Dieu pour qu'il la protège. Retenez que par ma voix, le sultan ici présent vous remercie et vous encourage. Tout ce que vous avez fait pour lui, c'est reconnaissant. Et en 1994, exactement le 14 décembre, est certifié ISO. Depuis 2006, Nigerlais SA s'est positionné comme étant le leader du lait au Niger et contribue à la lutte contre la pauvreté. Sa présidente directrice générale nous a confié être fière d'accueillir cette visite. Une très grande fierté pour moi, à mon nom personnel, de l'accueillir au sein de cette entreprise et de prouver, parce qu'au-delà des efforts et de tout ce qu'il a pu découvrir de la société Nigerlais, il vient de confirmer que c'est une prouesse nationale, mais aussi au-delà une grande considération qu'il éprouve et une fierté qu'il éprouve d'avoir visité cette entreprise qui, dit-il, est confirmée aux normes internationales et pour une fille, une Nigérienne, que cela constituait pour lui une double fierté et pour nous aussi, parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que tous les efforts que nous avons fournis pendant 22 ans pour apporter la négation à la médiocrité sont aujourd'hui le fruit, ont porté leurs fruits, et que aujourd'hui toutes les reconnaissances internationales que nous avons eues sont confirmées et reconfirmées tous les jours, non seulement par la population nigérienne, mais aussi par des autorités comme Son Altesse le Sultan de l'Aïr et d'autres gouvernants qui ont pu visiter cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment et une conviction que les efforts ne sont pas restés vains. La visite a pris fin par la remise d'un cadeau du personnel au sultan d'Agadez, la fatia et une photo de famille pour immortaliser ce passage.
Et dans le cadre de la commémoration de la semaine mondiale d'harmonie interreligieuse à l'Académie des arts martiaux a servi de cadre ce matin à une conférence sur le thème « La charité en islam et dans le christianisme », un thème développé par deux éminents conférenciers. Il s'agit de Cheikh Ben Salah et du docteur Sherif Chako. Nous y reviendrons sur cette conférence dans notre édition de demain. Gigantesque manifestation pacifique à l'appel des structures de la société civile ce samedi matin à la place de la Concertation. Une marche suivie d'un imposant meeting, dis-je, à la place de la Concertation pour dire non à la gestion des autorités de la 7e République. À cette occasion et devant des centaines de milliers de manifestants, les organisateurs ont livré leur mémorandum que je vous propose de suivre et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Formulons à l'endroit des autorités en place les revendications cardinales suivantes comme base de notre action de mobilisation citoyenne. À propos de l'état de droit et de la gouvernance démocratique, l'abrogation de l'ordonnance numéro 8406 du 1er mars 1984 portant régime des associations, modifiée par l'ordonnance numéro 84-50 du 5 décembre 1984 et de la loi numéro 91-006 du 20 mai 1991 et de la loi numéro 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique. Ces deux textes qui comportent des dispositions contraires à l'esprit des instruments juridiques internationaux et de la Constitution du 25 novembre 2010 doivent être remplacés par l'exercice sans entrave des libertés d'association et de manifestation. Le renforcement de l'indépendance de la justice à travers des réformes tendant, d'une part, à ériger le Conseil supérieur de la magistrature en une instance autonome soustraite à toute influence de l'exécutif et d'autre part, à assurer l'indépendance du parquet vis-à-vis du ministre de la Justice et à garantir la subordination de la police judiciaire au parquet. Des réformes non seulement doivent mettre fin à la présidence du CMS, président de la République, mais aussi prévoir un mécanisme permettant à tout justiciable de saisir directement le Conseil sur des aspects disciplinaires. Elles doivent aussi porter sur la révision des critères de nomination aux fonctions de président du Conseil d'État. L'élaboration dans les meilleurs délais d'une loi portant statut des médias d'État afin de garantir l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinion dans le traitement et la diffusion de l'information. Et ce, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui précise que les médias d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable et effective à tous. Cet article précise également que les médias d'État ont l'obligation de favoriser les débats démocratiques et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues nationales, les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. L'élaboration d'un fichier électoral fiable et la mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante sur une base consensuelle en vue de l'organisation avant la fin 2017 des élections municipales et régionales. Cette exigence s'inscrit dans le souci de donner la possibilité aux citoyens et citoyennes de choisir eux-mêmes leurs élus locaux et régionaux pour la gestion des collectivités. La réduction du train de vie de l'État et du personnel politique à travers la réduction de la taille du gouvernement actuel au moins de la moitié, ainsi que du Parlement à 113, ainsi que la limitation stricte du nombre de conseillers et chargés de missions au niveau de toutes les institutions de la République. Et ce, dans un souci d'efficacité et d'économie budgétaire, dans un contexte national d'ailleurs marqué par des difficultés de trésorerie. La réduction du train de vie de l'État doit impliquer également la diminution de moitié de fonds politiques et la mise en place d'un mécanisme garantissant un contrôle de leur utilisation. Elle doit impliquer enfin la suppression des institutions budgétivores créées pour distribuer des prébendes à de certaines personnalités. La révision de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle
pour consolider l'indépendance de cette institution importante dans la vie démocratique. La révision des textes fondamentaux doit viser non seulement à revoir la composition de la dite Cour, mais aussi à offrir au moins aux organisations de la société civile la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle, et ce, dans le souci d'éviter que cette prérogative soit l'apanage exclusif des pouvoirs exécutifs et législatifs. Le renforcement des capacités des pouvoirs publics, des autorités administratives indépendantes, Commission nationale des droits humains, Conseil supérieur de la communication, y compris également des institutions d'audit et de contrôle, telles que la Cour des comptes, et des institutions sectorielles de régulation, telles que l'autorité de régulation des secteurs des télécommunications et de la poste, autorité de régulation des marchés publics. Cela implique également la mise en œuvre d'une campagne d'information et de sensibilisation du public sur le rôle de ces institutions et la mise en place de mécanismes permettant aux citoyens de les saisir de leurs plaintes et de leurs demandes de compte. L'intensification de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et autres crimes économiques et financiers à travers, d'une part, la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé disposant des ressources humaines et financières suffisantes et d'autre part des inspections d'État. Cela suppose l'adoption des critères de nomination non partisans des membres de la Cour, la réalisation d'audits systématiques des finances publiques, des marchés publics, des entreprises publiques et parapubliques, des contrats miniers et pétroliers, des contrats de partenariat public et privé, de la dette extérieure, ainsi que de toutes les compagnies et sociétés privées gérant des secteurs stratégiques concédés par l'État, téléphonie, eau potable, transport, etc. Et ce, dans l'optique d'engager des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les affaires de corruption, de détournement de deniers et autres crimes et délits à caractère économique. À propos de la sécurité et de la défense nationale, la réorganisation, le renforcement des capacités opérationnelles, l'augmentation des effectifs dans les zones en proie aux menaces sécuritaires et la réhabilitation de l'image des forces de défense et de sécurité afin de les rendre plus aptes à faire face à toutes les menaces, plus proches des populations civiles et plus respectueuses des droits humains, tant en période de paix que situation de conflit armé. Cela implique également l'audit des ressources financières importantes consacrées à la défense et à la sécurité au cours des 5 dernières années dans l'optique de vérifier leur utilisation efficace et efficiente. La dénonciation de tous les accords de défense secrets liant l'État du Niger à d'autres puissances et la fermeture immédiate de toutes les bases militaires étrangères établies dans notre pays. Et ce, dans le souci de préserver la souveraineté du pays et contrer toute velléité de recolonisation. Cela signifie que seuls les accords régulièrement ratifiés et portant sur la coopération et l'assistance en matière de défense et de sécurité peuvent être maintenus. La mise au point d'une stratégie de prévention et de gestion des problèmes sécuritaires basée sur le respect des droits humains, le développement socio-économique centré sur les besoins de la population, l'information, la sensibilisation et la participation des acteurs locaux, notamment des organisations des jeunes, des femmes, des élus locaux et des médias, et c'est de l'optique de sortir de la politique actuelle de tout sécuritaire, de s'orienter vers une approche de réponse aux situations de conflit à travers des actions de développement socio-économique. La levée immédiate de toutes les mesures d'exception prises dans le cadre de l'état d'urgence dans la région de Difa, notamment celles ayant une incidence grave sur la situation socio-économique des populations, telles que l'interdiction de la pêche, du commerce du poisson et du poivron, la suspension de la tenue de certains marchés hebdomadaires, etc. Et ce, eu égard au fait que ces mesures sont très préjudiciables aux populations et violent les dispositions du pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels qui fait obligation à tous les États signataires de s'abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver quiconque de l'accès à une nourriture suffisante, à la santé et à l'éducation. La révision de certaines dispositions des textes relatifs au terrorisme, notamment celles relatives à la durée de la garde à vue et à la détention préventive. Et ce, dans le souci de prévenir tout abus de pouvoir, se traduisant par des détentions arbitraires, des détentions prolongées sans jugement et l'engorgement des lieux de détention.
Cela implique également l'accélération de la procédure de jugement de certaines des personnes actuellement détenues dans les prisons de Kolo et Koutoukale. Et par conséquent, aussi le renforcement des effectifs et des moyens de police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et des centres de détention où les conditions sont plus déplorables, voire inhumaines et dégradables. À propos des droits économiques, sociaux et culturels, la réforme du système éducatif et la réhabilitation de l'école publique à travers, d'une part, l'augmentation de la part des ressources budgétaires consacrées au secteur de l'éducation pour atteindre le seuil de 25%, et d'autre part, l'arrêt à brève échéance de la politique de contractualisation de l'enseignement. Cette réhabilitation de l'école publique suppose la révalorisation de la fonction enseignante à travers un système concurrentiel d'évolution des carrières et de rémunération. Le paiement immédiat des arriérés des salaires dus aux enseignants contractuels, la mise en place de programmes de formation initiale et d'autres programmes novateurs afin d'améliorer l'apprentissage et répondre aux besoins des enfants. L'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants à travers notamment l'augmentation de l'enveloppe des bourses et les allocations, la construction des salles de cours, la réduction des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur, technique et professionnel. L'amélioration progressive de l'accès des populations aux soins de santé à travers, d'une part, l'augmentation de la part des ressources budgétaires consacrées au secteur de la santé pour atteindre le seuil minimum de 10% recommandé par l'OMS. Et d'autre part, la mise en place d'un système de couverture médicale pour tous à travers des régimes d'assurance maladie et ou des mutuelles de santé. Cette amélioration suppose la levée des barrières financières à l'accès aux soins de santé, le maintien et l'extension de la gratuité des soins, la répartition géographique adéquate du personnel de santé, ainsi que la révalorisation de ses conditions de travail et de rémunération. L'arrêt immédiat des opérations de déguerpissement des petits commerçants entreprises par les autorités régionales et municipales avec le soutien du gouvernement, ainsi que l'indemnisation et la relocalisation de tous ceux dont les kiosques et les boutiques ont été démolis à Niamey, Zender et dans d'autres localités. Cette exigence s'applique également à toutes les personnes déplacées de force dans la région de Difa, aux orpailleurs chassés des sites aurifères et à tous ceux dont les biens ont été confisqués et détruits sans aucune indemnisation. L'adoption et la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la cherté de la vie, y compris des mesures portant sur la régulation des prix des denrées de base et des loyers. Ces mesures doivent inclure notamment la réduction de 20% des prix des hydrocarbures à la pompe, la résiliation du contrat de gestion des magasins sous-douane attribués à Bolloré. Ces mesures doivent inclure notamment la réduction de 20% des prix des hydrocarbures à la pompe, la résiliation du contrat de gestion des magasins sous-douane attribués à Bolloré, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les produits de première nécessité et l'adoption d'une grille officielle des tarifs de loyer qui soit abordable pour tous, y compris les personnes les plus vulnérables, les pauvres, les jeunes, les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec les handicaps. La mise en place d'un programme de création d'emplois pour les jeunes diplômés, les jeunes non scolarisés et déscolarisés et la réintégration de toutes les personnes admises régulièrement aux différents concours d'entrée à la fonction publique annulés suite à des constats de fraude. Cette exigence implique également la mise en place d'un programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes à travers non seulement des subventions publiques, mais aussi des programmes de renforcement des capacités. Elle implique enfin la poursuite devant la justice de tous les auteurs, les complices et co-auteurs de ces fraudes. La mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles conséquentes, tant au plan national qu'au plan international, afin de faire face à la situation socio-économique difficile et poser les jalons d'un développement humain durable. Et cela, conformément aux dispositions de l'article 2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui stipule que les États sont tenus d'agir au maximum de leurs ressources disponibles pour assurer progressivement le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, y compris par l'assistance et la coopération internationale. Cela implique aussi l'application stricte à toutes les compagnies œuvrant dans le secteur des industries extractives, les dispositions de la loi 2006-26 du 9 août 2006 et la
la rétrocession effective de 15% des revenus tirés de l'exploitation des ressources du sous-sol aux collectivités des régions où sont situées les industries extractives. La renégociation des contrats miniers et pétroliers afin d'accroître la mobilisation des ressources internes indispensables pour la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le respect par les compagnies minières et pétrolières des droits des travailleurs. Cela implique l'arrêt des licenciements abusifs des travailleurs par certaines compagnies, la création des conditions favorisant le développement rural et l'autosuffisance alimentaire à travers, d'une part, l'allocation d'au moins 20% des ressources budgétaires au secteur agro-silvopastoral. D'autre part, l'adoption de mesures et actions visant à améliorer et renforcer la résilience des systèmes de production face au choc climatique. Cela implique le rejet des accords de partenariat économique APE et de tout projet d'accaparement des terres agricoles et pastorales, le soutien de l'État à l'agriculture familiale. Cela implique le rejet des accords de partenariat économique APE et de tout projet d'accaparement des terres agricoles et pastorales, le soutien de l'État à l'agriculture familiale, au système de conservation, de transformation et de commercialisation des produits alimentaires. L'arrêt immédiat, enfin, de la chasse aux migrants et de la criminalisation des activités liées à la migration, conformément à l'esprit et à la lettre des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger. Cela implique le respect strict de toutes les dispositions du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens et l'abstention de signer tout accord pouvant se traduire par des restrictions à la mobilisation des personnes, à la mobilité des personnes. En particulier, cela implique la non-signature des accords de réadmission souhaités par l'Union européenne et le refus de la logique d'externalisation des frontières telle qu'elle se manifeste à l'heure actuelle. Camarades, je vous remercie.